Bonjour et bienvenue dans 60 ans, 60 regards, l'émission spéciale consacrée au 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Brice Lalonde. Comme beaucoup d'entre vous le savent, il a été ministre de l'Environnement de 1988 à 1992 et de 2011 à 2012. Il a travaillé en qualité de coordinateur exécutif de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable. Aujourd'hui, il est le président de l'association Équilibre des énergies. Monsieur Lalonde, bonjour. Bonjour madame, merci de votre invitation. C'est un grand plaisir pour moi de vous recevoir sur notre chaîne. Lors de la conférence de la promotion sur la ville de Shenyang qui s'est tenue à Paris le 26 octobre, vous avez exprimé le souhait de voir les entreprises françaises et chinoises coopérer dans le domaine des énergies bas carbone. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, exemple à l'appui, les avantages majeurs des énergies bas carbone? Alors ce sont des avantages pour toute l'humanité, parce que nous vivons en ce moment dans une situation qui est difficile pour tout le monde, qui est celle du changement climatique. Et le changement climatique, il est provoqué par la combustion. Chaque fois qu'on brûle du pétrole, du charbon ou du gaz naturel, on envoie dans le ciel du carbone d'origine fossile, qui était sous la terre, puisqu'on est allé le chercher dans le charbon, le pétrole ou le gaz. Et c'est ce carbone qui se retrouve dans l'air qui réchauffe la planète. Donc il faut impérativement trouver des sources d'énergie qui ne soient pas carbonées. Voilà. Et donc les énergies bas carbone, mon Dieu, il y en a quand même pas mal. C'est l'énergie solaire. Voilà. La Chine développe énormément d'énergie solaire. C'est impressionnant. Et peut-être le pays leader en la matière, non? C'est le pays leader en la matière et c'est déjà la deuxième source d'électricité de la Chine. Peut-être que ça va remplacer le charbon, ce serait une bonne nouvelle. Oui. La deuxième, c'est déjà l'énergie solaire. C'est déjà l'énergie solaire qui est déjà à dépasser l'énergie hydraulique des barrages. Et donc c'est tout à fait remarquable. Et il y a beaucoup d'espaces maintenant en Chine qui sont recouverts de panneaux solaires. C'est très très impressionnant. Il y a aussi l'énergie éolienne, c'est le vent. Et puis il y a l'énergie nucléaire, il y a la chaleur toute simple, la chaleur quand on coupe du bois à la maison et qu'on le met dans la cheminée, ça fait du chaud. Donc il y a toute une palette d'énergie bas carbone qu'il faut développer et qu'il faut moderniser. Et c'est pourquoi la coopération de nos pays est très importante. Mais elle est très importante pas seulement pour nos pays, mais pour toute l'humanité. Exactement. Voilà. Alors, où en est la France et la Chine en matière de développement de ces énergies dites bas carbone alors? Est-ce que la France est en avance ou dans certains secteurs, la France l'est? Alors, la France est un des pays, un des pays modernes qui envoie le moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Vous savez pourquoi? Grâce au nucléaire, non? Mais voilà, madame, vous l'avez dit, grâce à l'énergie nucléaire. On y reviendra. Parce que aujourd'hui, si vous voulez, si on veut remplacer le charbon, le pétrole, etc., il y a une façon de faire qui est très importante, c'est d'utiliser l'électricité. L'électricité, parce qu'on peut la produire sans carbone, c'est le nucléaire, ce sont les barrages, c'est le solaire, et donc il faut électrifier. Alors la France a 80% de son électricité est décarbonée. C'est grâce au nucléaire. 80%. 80%. Et il y a une coopération entre la France et la Chine dans le domaine nucléaire qui est très importante. Moi, j'ai été visiter les centrales nucléaires chinoises. À Taishan, les premières peut-être, qui remontent au 1980 déjà. Par là, exactement. Ouais. Voilà, et donc je me souviens très bien, on faisait du karaoké. C'était du côté de Canton, n'est-ce pas? Oui, enfin c'était pas loin de Hong Kong, c'était à Taishan, oui. Vous y étiez alors? Oui, j'étais là, oui. Ouais. Oui. Et donc c'était très, très impressionnant et très, très agréable de voir que nos deux pays travaillaient ensemble. Et cela depuis 1980, je me souviens très très bien. Et pourtant, il paraît que les États-Unis et le Japon essaient de concurrencer la France pour justement pousser ces entreprises spécialisées en matière de production nucléaire sur le marché chinois. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Il paraît que la concurrence est même féroce. Alors la concurrence... Ça recommence, on peut dire. Ça recommence. Parce que pendant un certain temps, l'industrie nucléaire
où l'énergie nucléaire était mise un peu de côté. Mais il y avait beaucoup de gens qui n'aimaient pas le nucléaire. Et donc la concurrence recommence maintenant parce qu'on s'aperçoit qu'on en a besoin. On en a besoin avec toutes les autres sources d'énergie bas carbone ou décarbonées. On a besoin du nucléaire. Et on a besoin d'améliorer le nucléaire. C'est ça qui est très important. C'est ça qui est très important. Oui. Améliorer. Améliorer le nucléaire. Et évidemment, c'est toujours très difficile. La Chine, par exemple, vient de protester contre le fait que le Japon a envoyé de l'eau radioactive dans l'océan. C'est ça. Voilà. Et donc, il y a toujours cette discussion. Et c'est là qu'on voit que la coopération est très importante. Comment est-ce qu'on peut éviter les accidents? Qu'est-ce qu'on peut faire avec les déchets? Comment on peut s'en débarrasser? Et là, la Chine commence à prendre beaucoup d'avance. Alors là, je vais parler sous votre contrôle. Il me semble que l'ancien président François Hollande, il avait décidé de réduire le nombre de centrales nucléaires françaises de 50% à une certaine échéance. Et pourquoi alors, à l'époque, est-ce que vous étiez du même avis? Et pourquoi aujourd'hui, vous êtes, on va dire, vous êtes pour le nucléaire? Je pense qu'on en a besoin. On a besoin de toutes les sources d'énergie décarbonées. Pourquoi? Parce que si on veut passer à un autre système où on se passe où on n'a pas besoin du pétrole, du charbon et du gaz naturel, on aura besoin de beaucoup d'énergie quand même décarbonée. Parce qu'il faut construire, par exemple, les voitures électriques, parce qu'il faut construire les batteries, parce qu'il faut construire les éoliennes, parce qu'il faut construire les centrales nucléaires. Donc on a besoin de beaucoup d'énergie. Et donc le nucléaire fera partie de la solution avec les autres sources d'énergie, avec l'énergie solaire, avec le vent et avec les économies. On fera peut-être un peu attention. Vous savez, je me souviens quand j'étais à Pékin, eh bien, il y avait des associations qui disaient qu'il ne fallait pas faire trop d'air conditionné. Il ne fallait pas que la température soit trop basse. Il y avait une campagne. Vous voyez, c'est déjà entré dans les mentalités. C'est déjà dans la mentalité. Tout à fait. Alors, comment, selon vous, concrètement, les entreprises françaises et chinoises pourront-elles travailler ensemble dans le domaine des énergies bas carbone, à part le nucléaire, domaine dans lequel elles travaillent déjà de façon très étroite? Oui. Alors, il y a toujours la question, vous savez, est-ce que j'achète des panneaux photovoltaïques chinois parce qu'ils sont pas chers, parce qu'il y en a beaucoup et que ça marche bien, ou est-ce que je dis non, c'est à nous en France de le produire? Voilà, il y a une discussion qu'il y a en ce moment. Je crois qu'on doit quand même travailler à améliorer encore le rendement de ces cellules photovoltaïques, de manière à ce qu'on puisse récupérer au moins quasiment 40% de la lumière pour la transformer en électricité. Et là, ce sont des recherches très pointues. Donc, pour vous, c'est plus une question de rendement que de coût. Alors, quand vous faites référence aux panneaux photovoltaïques chinois, oui. Ou alors c'est à la fois une question de coût et de rendement. Les deux. C'est à la fois une question de coût, une question de rendement et une question de recyclage. Parce que les métaux qui sont utilisés pour les panneaux photovoltaïques, on ne va pas les jeter après, il faut les réutiliser. Et donc la nouvelle économie à laquelle nous en France et vous en Chine, tout le monde doit travailler ensemble, c'est une économie circulaire. Comment fait-on pour ne pas gaspiller? Comment fait-on pour ne pas dépendre trop de métaux qui sont très rares et qu'on ne va pas trouver partout, etc. Donc il y a beaucoup d'efforts à faire comme ça, qui sont tout à fait passionnants, notamment pour la jeunesse. Alors, une question très terre-à-terre qui vient de me traverser l'esprit. Avec quelle matière est-ce qu'on fabrique des panneaux photovoltaïques alors? Avec du sable, de silicium. Le silicium, c'est quand même... alors, c'est plus compliqué que ça parce que maintenant, on met plusieurs couches. Ce sont des métaux qui produisent de l'électricité à partir de la longueur d'onde de la lumière du soleil. C'est tout à fait incroyable, c'est miraculeux on pourrait dire. Comment est-ce que la lumière se transforme en électricité? Et bien voilà, c'est formidable. Donc c'est le métal de base, c'est le silicium qui est un des métaux les plus... il y en a énormément dans la croûte terrestre si vous voulez, donc il n'y a pas de problème. Mais on ajoute de temps en temps d'autres métaux pour améliorer le rendement. Et c'est là qu'il faut évidemment faire attention au gisement. Il me semble que dans le domaine des
on va dire de l'énergie solaire, hein, l'Union européenne ne voit pas, du moins d'après mes sources d'information, l'Union européenne ne voit pas d'un bon œil le fait d'importer des photovoltaïques chinois en France. Oui. Où est-ce qu'on en est C'est une discussion. L'Union européenne, les pays, chaque pays de l'Union européenne et l'Union européenne ensemble, mais comme la Chine, sont très attentifs à la souveraineté. Comment est-ce qu'on peut être le plus indépendant possible pour ne pas dépendre trop d'un autre pays? Mais quand on fait venir des panneaux photovoltaïques, ces panneaux photovoltaïques vont précisément nous aider à être indépendants. Puisque du coup, ça va remplacer le fossile, le pétrole qu'on importe des pays pétroliers. C'est comme ça qu'il faudrait voir les choses, oui, justement. Donc je crois qu'il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir, parce que si vous voulez, la question du commerce international est une question très importante. On a évidemment besoin du commerce international. Donc voilà, la question c'est quelles sont les limites. Évitons de dépendre trop d'un pays, comme l'Allemagne dépendait de la Russie, par exemple. Évitons ça, mais quand même, bienvenue au commerce. Tout à l'heure, vous avez prononcé un mot très important, c'est l'amélioration de l'énergie nucléaire. Oui. Peut-être qu'avant, vous étiez plutôt défavorable à l'énergie nucléaire, et après, vous avez changé d'avis parce que vous pensez que il s'agit surtout d'améliorer cette énergie. Alors, à votre avis, est-ce qu'aujourd'hui, on a déjà des axes d'amélioration permettant d'améliorer le nucléaire? Oui. Moi, je suis très favorable, par exemple, à une technique qui s'appelle la transmutation des déchets. Mon Dieu, comme c'est compliqué. C'est-à-dire, l'un des défauts du nucléaire, c'est que ça produit des déchets. Ah oui. Dont certains sont très, très, très longévifs, qui durent très longtemps. Pareil que ça dure des milliers d'années. Voilà. Mais il y a une technique que je défends, qui est une technique nucléaire. C'est un réacteur nucléaire avec qui est un peu différent, et il casse les déchets. Et donc, les déchets, au lieu de durer des milliers d'années, ils ne durent plus que 3 siècles. Alors, 3 siècles, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, mais votre grande muraille, elle a quel âge? Ah, plus de 2000 ans. Et elle est toujours debout. Mais la grande muraille, ça gêne personne dans la mesure où c'est que de la pierre. Donc, ça ne produit pas de gaz à effet de serre, non? En effet, mais en plus, ça embellit l'environnement. C'est magnifique. Mais si on avait mis dans un coin de la grande muraille des déchets radioactifs, ils auraient déjà disparu, ils auraient été gardés à l'abri des vivants. Voilà. C'est pour vous dire que les ingénieurs sont capables de créer des structures, des matériaux, des bâtiments qui durent 3 siècles. Ce n'est pas un problème. Nous avons chez nous aussi le pont du Gard, qui est un pont qui a été un aqueduc qui était romain. Il a 2000 ans, il est toujours debout. Alors, quand vous parlez de transmutation des déchets, est-ce que c'est la France et d'autres pays qui travaillent ensemble, y compris la Chine, ou bien la France est les leaders en la matière? Alors, figurez-vous que c'est la Belgique qui est en avance là-dessus, mais la Chine produit plusieurs types de réacteurs nucléaires, dont certains sont capables de casser les déchets. Vous êtes très connaisseur en la matière. Ah, mais parce que il faut savoir. Ça vous passionne. Il faut tout savoir, essayer. La politique aujourd'hui, avec les questions d'environnement et d'écologie, elle devient très technique. Et très technique. Alors, si vous voulez, il faut que les responsables politiques, à la fois connaissent l'économie mondiale et le commerce mondial, et à la fois savent reconnaître un arbre d'un autre arbre, et savent connaître le circuit de l'eau. La question de l'eau devient très importante. Quand j'étais à Shenyang, on a parlé de l'eau. Et notamment, la Chine avait inventé ce mot de la ville éponge. La ville éponge, parce que maintenant, vous avez des précipitations qui sont considérables, qui peuvent noyer une ville. Et donc, il faut absolument éviter que l'eau stagne, il faut essayer de l'infiltrer. Et donc, il y a de nouvelles techniques. Et moi, j'ai été très, très content à Shenyang de discuter, de voir les grandes usines pour faire de l'eau potable. Et tout ça, c'était très intéressant. Quel est le meilleur mix énergétique
entre le nucléaire, les énergies fossiles qu'on utilise toujours et les énergies dites bas carbone alors? Alors, pour dire la vérité, il faudrait que l'on puisse sortir des énergies fossiles. Il faudrait qu'on puisse arrêter. Zéro. Zéro. Voilà. Maintenant, il peut y avoir un peu de gaz naturel ou des choses comme ça, parce que l'électricité, elle a un seul problème, c'est qu'on n'arrive pas à la stocker. Et donc, il faut toujours, dans un pays, à tout moment, que la quantité d'électricité produite soit égale à la quantité d'électricité consommée. Donc, ce n'est pas toujours facile. Donc, quelquefois, dans un réseau, il faut qu'il y ait des réserves d'énergie stockée, et quelquefois ce sont des turbines à gaz qui permettent de passer la pointe électrique, comme on appelle ça. Vous savez, la pointe, c'est le jour de la plus grande consommation. Et on ne va pas produire des centrales nucléaires uniquement qui seront utilisées uniquement un quart d'heure par an. Donc on fera autre chose pour stocker. Mais le mix idéal, mais ça dépend du pays, madame. Si vous êtes dans un pays ensoleillé, avec beaucoup de soleil, à ce moment-là, l'énergie solaire aura toute sa place. Mais la difficulté de ces énergies renouvelables, et notamment de l'énergie solaire, c'est que ça occupe beaucoup de surface. Il faut de la surface pour mettre tous ces miroirs. Il faut de la surface. Mais l'énergie éolienne aussi. Oui, il faut de la place. Et donc l'autre difficulté du soleil et du vent, c'est que quand il n'y a pas de soleil et quand il n'y a pas de vent, qu'est-ce qui se passe? Il faut bien qu'il y ait une source d'énergie. Voilà pourquoi il faut du nucléaire, pour précisément avoir une source continue à la demande. Voilà. Donc, une question un peu bête, est-ce qu'on peut stocker de l'énergie solaire pour éviter les intermittences, par exemple? Alors, stocker le vent, stocker le solaire pour éviter justement d'avoir trop recours à l'énergie nucléaire? Alors, c'est une très bonne question, madame. C'est beaucoup de recherches en ce moment. Comment est-ce qu'on peut stocker l'énergie, et notamment l'électricité? Alors, il y a les batteries. Et la Chine, elle sait très bien produire des batteries pour les voitures. Donc, il y a les batteries, mais la batterie, ça ne dure pas longtemps. Et donc, quand vous êtes dans un pays avec toutes les lignes électriques et tout ça, les batteries, ce n'est pas suffisant. Et donc, il y a des gens qui disent, peut-être qu'on peut remonter l'eau des barrages, et quand l'électricité n'est pas chère, on pompe de l'eau, on monte, et puis ensuite, quand on a besoin d'électricité, parce qu'elle est rare, elle est chère, parce que c'est la pointe, on laisse passer l'eau, donc on a stocké dans le barrage. On peut la stocker également en produisant de l'hydrogène, peut-être. L'hydrogène, il y a beaucoup de gens qui sont passionnés par l'hydrogène. L'hydrogène, quand on le brûle, ça fait de l'eau. Donc c'est propre, ça n'envoie pas de carbone. Mais l'hydrogène, il faut la produire, il faut le produire. Alors peut-être avec l'électricité solaire, quand on n'en a pas besoin d'électricité, parce que le soleil va toujours continuer à produire, on peut faire de l'hydrogène et on stocke sous forme d'hydrogène. Donc il y a beaucoup de recherches. Vous faites partie de ceux qui connaissent bien la Chine. Votre grand-père est né en Chine, n'est-ce pas? Et puis vous êtes un des meilleurs témoins de l'évolution de l'économie chinoise. Et d'ailleurs, lors de cette même conférence du 26 octobre, vous avez déclaré « Je souhaiterais retourner à Shenyang le plus tôt possible ». Est-ce que vous pouvez revenir sur votre dernier voyage à Shenyang? Pourquoi cette ville alors? Alors, je faisais un tour de Chine sur la question de la gestion de l'eau. Comment est-ce que les villes chinoises gèrent l'eau pour avoir de l'eau potable? Comment est-ce qu'elles font ensuite quand l'eau est usée, quand elle est sale? Comment est-ce qu'elles la lavent? Comment est-ce qu'ils font quand il y a trop de pluie, etc. Donc c'était très intéressant. Et à un moment donné, parmi les villes où j'ai été, il y avait Shenyang. Et c'était très intéressant d'aller à Shenyang. Il y avait des gens qui me disaient « Oh, vous savez, de temps en temps, la Corée du Nord, elle fait exploser une bombe atomique. » On sent un peu les vibrations à Shenyang. Et puis le Japon n'est pas loin non plus. Oui, donc tout le monde était très inquiet ou très attentif à toutes ces questions. Bien sûr, les pêcheurs notamment. C'est ça qui vous a amené à voyager à Shenyang. Oui, mais j'ai souvent été en Chine et au tout début, vous savez, au tout début, quand j'étais en Chine, il y avait beaucoup de bicyclettes. Ensuite, il n'y avait plus de bicyclettes, c'était fini, il n'y avait que des voitures. Et maintenant, les bicyclettes, elles sont de retour. Reviennent à la mode, comme en France. Oui, exactement. Et donc, c'est très intéressant de voir l'évolution, la manière dont la jeunesse, notamment,
s'intéressent à l'écologie, et tous ces ingénieurs qui sont formés tous les ans en Chine, c'est très impressionnant aussi. On a besoin d'ingénieurs. Et donc voilà, ce qui est intéressant en Chine, c'est l'optimisme. Il y a en Chine une très grande confiance dans l'avenir. Et ça, c'est très important. Alors, en parlant de Shenyang, bon, c'est une ville très industrielle où il y a beaucoup d'entreprises françaises, Decathlon par exemple, Valeo. Oui, Michelin. Michelin aussi. Alors, vous envisagez de travailler avec Shenyang dans quel domaine alors? Moi, je suis un spécialiste de la relation à la nature, l'environnement, l'écologie. Donc, ma spécialité, c'est la politique de l'écologie, la politique de l'eau, la politique de l'énergie, la politique de la biodiversité. Et quand j'étais à Shenyang, il y avait à côté de Shenyang un vieux temple, un magnifique vieux temple bouddhiste. Et là, ce temple avait été transformé en espèce de centre d'exposition et de conférences. Et c'était magnifique. Et donc, j'ai été content de voir qu'à Shenyang, il n'y avait pas simplement l'industrie, il y avait aussi la culture, il y avait aussi la nature, il y avait aussi les très beaux bâtiments anciens qui étaient préservés et restaurés. Donc voilà, donc ce qui est bien dans une ville, c'est la totalité de la palette, hein. C'est pas simplement l'industrie, c'est tout. C'est la qualité de la vie, maintenant la rue piétonne de Shenyang. Donc hein, il y a une transformation. Quand est-ce que vous allez y retourner alors? Quand j'aurai... je ne sais pas encore. Oui, peut-être l'année prochaine, n'est-ce pas? Peut-être l'année prochaine. Alors aujourd'hui, vous présidez l'association Équilibre des énergies. Il paraît que vous êtes passionné, en fait, vous êtes engagé pour l'environnement depuis le premier pas de l'homme sur la Lune. C'était en 1969. Et pourquoi cette passion pour l'environnement alors? Quand j'ai vu l'homme sur la Lune, et qu'ils sont revenus avec les photos, les petites photos où on voit la planète, et on voit que cette planète, elle est complètement isolée dans le noir de l'espace. Il n'y a rien autour. Et la Lune, c'est de la poussière, il n'y a rien. Il n'y a rien qui vit. Et je me suis dit, cette petite boule, elle est fragile, il faut la protéger. Et j'ai pensé que c'était la chose la plus importante à faire. C'était de protéger la planète, la vie sur la planète, la nature. Et la nature, elle avait été tellement oubliée, parce que pendant très longtemps, on a pensé que ce qui était important, c'était uniquement l'argent, le travail, les machines. Eh ben non, il y a aussi la nature. Et on croyait que c'était un décor et que ça ne bougeait jamais. C'est pas vrai, on était en train de la détruire. Et donc maintenant, heureusement, il y a une prise de conscience mondiale. On le voit, les jeunes partout manifestent. Il faut s'occuper de la nature et des hommes. Mais les hommes, ils dépendent de la nature. Donc c'est la même chose. Alors aujourd'hui, donc, en tant que président de l'association Équilibre des énergies, vous continuez à œuvrer pour protéger la nature. Donc l'un des objectifs de votre association, c'est de trouver des solutions décarbonées dans les principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre. Quel bilan tirez-vous donc des actions engagées allant dans ce sens? Alors je suis très fier de présider cette association qui a une très bonne équipe, qui est très très active. Et nous avons les membres de notre association, c'est un institut en quelque sorte, ce sont toutes les grandes entreprises françaises. Et on a réussi, me semble-t-il, donc c'est pour ça que je suis très content, on a réussi à convaincre le gouvernement français de ce qu'il fallait faire, notamment dans le domaine des transports. Il y a beaucoup d'entreprises de transport. Et bien là, le virage de la voiture électrique, et quand on fait des voitures électriques, il faut aussi s'occuper des batteries. Et quand on fait des batteries, il faut s'occuper du recyclage. Et quand on fait des voitures électriques, il faut s'occuper des bornes de recharge, etc. Donc toutes ces questions-là, nous les étudions avec beaucoup de soin. Et ensuite, nous allons voir les politiques en leur disant, voilà ce que nos entreprises vous suggère de faire, voilà ce que nous pensons. Nous avons des entreprises du bâtiment, et donc comment est-ce qu'on isole, comment est-ce qu'on fabrique des pompes à chaleur, vous savez, c'est maintenant la nouvelle technique pour chauffer ou pour refroidir les maisons, et ça marche avec un rendement tout à fait exceptionnel, et donc nous avons convaincu le gouvernement que c'était la direction à suivre, etc. Donc on est quand même satisfait. Oui, il me semble que là, vous travaillez... quelque part, je veux dire, en qualité de conseiller du gouvernement, non? Oui. Mais
Je pense que dans l'écologie, il faut l'écologie de gouvernement aussi, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'il y ait des gens qui savent comment mettre en musique tout ça. Et dans un pays comme la France, pareil en Chine, un grand pays qui a une grande histoire, comment est-ce qu'on fait à partir de maintenant pour prendre un virage, comment est-ce qu'on fait pour la politique, comment est-ce qu'on fait pour surtout éviter les inégalités trop fortes, parce que si on dit qu'il faut prendre des voitures électriques, elles coûtent plus cher. Alors comment est-ce qu'on peut aider tous les Français à acheter? C'est pas facile. Ensemble, hein. Exactement. Ouais. Donc il faut toujours veiller à l'équilibre. C'est le titre de notre association. L'équilibre des énergies, l'équilibre social. Pas aller trop vite, pas aller trop lentement. Voilà, c'est ça notre travail. Est-ce que dans d'autres pays de l'Union européenne, il existe l'équivalent de votre association? Alors, pas vraiment. Pas vraiment. Hein. Pas vraiment, parce que nous sommes la seule, si vous voulez, qui met ensemble à la fois le transport, à la fois le bâtiment, à la fois l'énergie, le chauffage, tout ça. On essaie de tout faire ensemble. Et ce sont les entreprises elles-mêmes qui envoient leurs ingénieurs discuter avec nous pour savoir ce qu'il faut faire pour chaque sujet ou chaque politique. Et donc, il n'y en a pas beaucoup, non? Et nous avons la chance. Alors, nous allons aussi à Bruxelles discuter avec l'Union européenne. Alors, dernière question, Monsieur Lalonde. Est-ce qu'en matière d'équilibre des énergies, votre association cherche à travailler avec des entreprises chinoises? Est-ce qu'il y a des projets qui sont en cours? Alors, c'est une très bonne question et c'est une très bonne suggestion. Pour l'instant, nous n'avons pas assez de relations avec des entreprises chinoises, pas assez. Donc, vous allez le faire. Oui, moi j'aimerais beaucoup le faire et comme ça me permettra de retourner à Shenyang.